Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Le condamné! Le condamné! Crièrent-ils tous en me montrant du doigt, et les explosions de joie redoublèrent. Je restai pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. Bonsoir, bonsoir! Me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant: Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarade. Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en effet. La grève est sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Oui, leur camarade. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Mais quand je vis 5 cordons s'avancer, se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité, pleine de leurs clameurs, de leurs pas, au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussai un cri. Je me jetai sur la porte d'une violence à briser, mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtai, j'appelai avec rage. Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse, et je tombai évanoui. Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman Le dernier jour d'un condamné et de son auteur Victor Hugo. Alors je vais le présenter assez brièvement, même si c'est compliqué, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire concernant l'auteur. Bon, alors tout d'abord Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon et meurt le 22 mai 1885. Il est le dernier enfant d'une famille de 3 garçons. Il a pour père Joseph Léopold Sigisbert Hugo, un général de l'Empire napoléonien, et c'est sa mère Sophie Trébuchet qui l'élève. Victor Hugo semble déjà avoir une idée assez précise concernant son avenir, puisqu'à l'âge de 14 ans, il écrit Je veux être Chateaubriand ou rien. C'est un auteur qui s'essaye à tous les genres, tels que le romantisme, le théâtre, le réalisme, etc. Donc bien des années après, c'est-à-dire en 1822, il épouse son amie d'enfance, Adèle Fouché, avec qui il aura en tout 5 enfants. Son premier enfant, Léopoldine, meurt à l'âge de 19 ans noyé. Il est profondément bouleversé et c'est dans la politique qu'il trouve un apaisement à sa douleur. En 1841, il entre à l'Académie française. Il devient quelqu'un de très en vue et se voit attribuer notamment le statut de pair de France. Victor Hugo, originellement monarchiste, devient fermement républicain. Il participe à l'organisation d'une résistance au coup d'État de 1851 de Napoléon III. En effet, à travers de nombreux écrits, il dénonce le régime de l'empereur. Il n'hésite d'ailleurs pas à afficher publiquement son hostilité à Napoléon III, qui le fait alors exiler à Jersey, ainsi qu'à Guernesey. En 1859, il refuse l'amnistie de l'empereur, et donc son exil dure à peu près 20 ans. À ce jour, Victor Hugo, il est considéré comme l'un des opposants les plus célèbres à Napoléon III. À son retour en France, il devient le symbole de la résistance républicaine au Second Empire. Il est alors élu député de Paris, puis sénateur. Victor Hugo s'engage auprès des plus faibles, des délinquants ou encore des hommes envoyés au bagne pour peu de choses. Il défend également les libertés de la presse et lutte contre l'obscurantisme ainsi que la peine de mort, pratique qu'il considère inhumaine. Victor Hugo est, de plus, l'un des piliers de la littérature française. Paru en 1829, ce roman raconte l'histoire d'un condamné à mort à la première personne du singulier. Ainsi, le lecteur est plongé dans les pensées de celui dont on ne connaît ni le nom, ni le crime, mais il sait qu'il va mourir. La scène que nous allons étudier est la scène de ferrage des forçats, sur le chapitre 13 du roman. Dans un premier temps, nous verrons le paradoxe qu'utilise Hugo pour décrire l'épouvante de cette scène, mais aussi son côté étonnamment festif. Puis nous verrons les répercussions de ce spectacle sur le personnage principal, et enfin en quoi ce texte a aussi un rôle documentaire pour les lecteurs de l'époque. Le passage du ferrage des galériens est une scène très marquante dans le livre, aussi bien pour le lecteur que pour le personnage principal.
Ce dernier choisit pourtant lui-même d'assister à ce ferrage des forçats en acceptant la proposition d'un geôlier qui est de le changer d'une cellule pour voir les vêtements, ce jour étant inhabituel. Cette scène est épouvantable, car on y voit donc des prisonniers condamnés au bagne se faire attacher un carcan de fer, soit un collier de fer, autour du cou, d'une manière brutale, c'est-à-dire avec une enclume et un marteau, avant de partir pour Toulon. Cette méthode avait pour but de limiter les mouvements de révolte des prisonniers et éviter que ceux-ci s'enfuient lors du voyage. Ce ferrage est un moment difficile pour les forçats, le marteau frôlant leur crâne à chaque coup. Mais si certains forçats frissonnaient de leur sort, d'autres dansaient et chantaient. Le condamné décrit même la scène comme un spectacle. Les galériens sont en majorité heureux avant que des gardes ne viennent les battre à coups de bâton. On apprend que certains avaient toujours le sourire quand le personnage dit « leur rire me faisait pleurer ». Cette scène suscita vivement la pitié du condamné, alors spectateur, et ainsi la pitié du lecteur à travers lui. Il dit « un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles ». Il en pleura même. C'est au moment où les autres le virent que la situation du personnage lui est rappelée, quand lui n'observait attentivement que par curiosité. Ce texte a un rôle documentaire pour les lecteurs de l'époque, car ceci les informe sur ce qui se passe vraiment dans les prisons, des conditions des détenus et de comment ils sont traités. Il y a aussi une visée argumentative avec tous les éléments et tous les détails donnés. Victor Hugo a passé sa vie à lutter contre la peine de mort, contre laquelle il fit un discours pour son abolition. Il dit : « Messieurs, il y a 3 choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme, l'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. » Il dit à la fin de son discours : « Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. » Ainsi, il espère pouvoir essayer de faire changer les choses. Il fit son discours en 1848, mais l'abolition de la peine de mort en France se fit qu'en 1981, bien plus tard.